Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, à savoir la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bienvenue à cette nouvelle émission inédite en version française dénommée Ifélafo. Ifélafo est une nouvelle émission en français pour permettre à la communauté de comprendre la pensée et la réalité de la société à travers les faits politiques, culturels, etc. Avant d'entrer dans l'émission, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, de commentaires et de likes qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons lancé l'appel à deux jeunes brillants, dynamiques au niveau de l'espace universitaire. Le premier invité se nomme Salim Koulibaly alias Feno. Salim Koulibaly, merci d'avoir accepté notre invitation. Avez-vous quelques mots à lancer auprès de nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube? Bien évidemment que oui. Merci beaucoup, docteur, pour l'invitation. Je salue d'abord nos chers abonnés qui ont bien voulu bousculer leur emploi du temps pour suivre cette émission. Et merci également à l'EAC et à Sympavision qui a permis aux jeunes d'avoir ces cadres d'échange-là, parce qu'au Mali, c'est très difficile pour les jeunes d'avoir ces genres de cadres pour pouvoir s'exprimer, dire leurs pensées, se prononcer sur certaines questions. Voilà, c'est d'abord des remerciements et je remercie également mon copanéliste, Yorodia. Voilà. Merci El Feno d'avoir accepté cette invitation. Et à ma droite, nous avons notre deuxième invité du nom de Yiro Dia. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci, docteur. Comme l'a si bien dit monsieur Salim, moi c'est Yerodia, alias jeune actif. Tout d'abord, je remercie le personnel de l'entreprise d'appui et de conseil et je remercie nos abonnés de Sympavision et je vous remercie aussi d'avoir donné l'occasion à ces jeunes, à nous en tant que jeunes, de s'exprimer sur ces questions qui concernent la jeunesse et qui concernent aussi la société. Merci. Merci le jeune actif, brave, engagé pour l'amélioration de la qualité de vie de nos compatriotes. Et sans plus tarder, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible parce que cette émission, elle est inédite. Elle est en version française. Partagez, likez et faites le maximum de partage et de commentaires possibles pour que nous puissions connaître votre pensée, votre vision. C'est dans cette dynamique qu'une nation peut se construire. Et dans cette logique, le thème d'aujourd'hui porte sur les ONG au Mali. Quel avenir? Point d'interrogation. Ces jeunes qui ont été invités, Al-Salim Koulibaly alias El Feno et le jeune actif qui s'appelle Yorodia vont faire un débat de qualité. Donc, faites le maximum de partage possible. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question à l'endroit de nos invités. Et cette première question s'intéresse à la connaissance des ONG. L'ONG, c'est quoi concrètement? C'est la première question. Et je passe la balle à mon premier invité qui s'appelle Yorodia pour donner son point de vue par rapport à l'ONG. Merci docteur, merci à tous ceux qui nous suivent à l'instant sur Sympavision. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui le thème porte sur l'avenir des ONG. ONG, par signification, une organisation non gouvernementale. Ce sont en quelque sorte des organisations qui œuvrent dans le domaine de l'humanitaire, dans beaucoup de domaines, à aider les populations vulnérables pour les permettre à quitter, c'est-à-dire leur pauvreté, à aller vers l'émergence, vers le développement. Donc ce sont des organisations qui n'ont pas de but lucratif, qui œuvrent pour aider les populations vulnérables des
des crises telles que les conflits intercommunautaires, les conflits, le terrorisme, tout ce qui concerne ça. Mais ce sont des organisations qui ne sont pas en rapport avec le gouvernement, mais qui travaillent pour eux-mêmes, qui cherchent à apporter un soutien aux populations. Donc, c'est en quelque sorte ça qu'on peut appeler une organisation non gouvernementale. Merci Yorodia pour cette explication et je m'adresse à monsieur Salim Koulibaly alias El Feno. Partagez-vous concrètement la même définition que le jeune actif par rapport à l'ONG? Absolument, absolument. Merci beaucoup, docteur, pour la question également. Mon cher copanéliste Yorodia a presque tout dit, mais moi je veux juste ajouter un autre point, parce que d'abord le mot ONG veut dire organisation non gouvernementale. Maintenant, puisque le thème du débat porte sur l'ONG, il est très important de définir ce concept-là pour que les uns et les autres qui suivent cette émission aient une certaine idée de la notion même. Tout à fait. Comme il l'a dit, c'est une organisation, une institution, même une association, si vous voulez, d'abord indépendante de l'État. Ça veut dire que ces associations-là, ces regroupements-là, ces organisations-là ne relèvent pas de l'État. C'est un groupe de personnes, on va dire comme ça, qui ont décidé de se réunir autour d'un objectif, autour d'une cause. Et c'est en ce moment que ces gens-là vont décider de mettre leur temps, leurs compétences, tout en cherchant des bailleurs, d'autres personnes qui vont financer ces différents projets. Donc, l'objectif, en gros, c'est quoi? C'est d'aider les populations démunies. Et ça, dans tous les domaines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a des ONG dans le domaine religieux, des ONG dans le domaine caritatif, etc., etc. Donc, c'est un peu ça. C'est des organisations qui œuvrent pour lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim, lutter contre certaines maladies, etc. Donc, justement, en parlant de la lutte contre la pauvreté, etc., je me dis, depuis quand les ONG existent, et ce qui me pose d'ailleurs à vous poser une question pertinente qui parlait là un peu sur la jeunesse, pour ne pas dire l'historique en question de l'ONG. Pouvez-vous nous relater un peu l'historique? D'accord. Il faut savoir d'abord que les œuvres caritatives là, les œuvres humanitaires ont commencé depuis les années 1800 et au-delà. 1800? Depuis les années 1800. Mais le terme ONG a vu le jour au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945. Voilà, donc en ce moment, les États étaient en guerre. Donc il fallait que certaines personnes qui ont des moyens essayent de venir en aide aux populations qui n'avaient pas les moyens. Donc c'est vers les années 1945 que le terme ONG a vu le jour et dans la charte même des Nations Unies en son article 70. Merci. Monsieur Yorodia, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à cette genèse que le jeune El Feno vient de prononcer? Oui, je le remercie pour ça. Comme il a si bien dit, le terme ONG est apparu vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1945, quand les États étaient en guerre, il était impossible pour les États d'aider les populations vulnérables. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter le soutien à ces populations qui sont vulnérables? Donc, c'est pour cela que les gens se sont associés. Avant, on l'appelait des associations à but non lucratif qui vont aider ces gens-là à sortir de ces situations qui étaient très difficiles pour eux. Donc, même l'ONG est venue comme ça. Donc, en 1945, l'ONU même a reconnu qu'on doit appeler ça organisation non gouvernementale parce que ce ne sont pas financés par les gouvernements, mais ce sont financés par des personnes qui ont de bonne volonté à aider ces gens qui sont en difficulté en fait. Bien, étant donné que je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, pour essayer d'adapter, de contextualiser le sujet dans l'espace. Par exemple, dans notre pays, une ONG, une association est reconnue comme une ONG à partir du moment où cette association a les agréments de l'État. Il faut que l'État donne son autorisation, son accord pour qu'on t'appelle ONG.
Maintenant, ces ONG-là sont venues au Mali vers les années d'indépendance, c'est-à-dire avec l'indépendance des années 1960. Voilà, les premières ONG sont venues s'implanter au Mali. Mais ces ONG-là se sont multipliées vers les années 1974 au Mali. C'est juste dans un souci de contextualisation et de délimitation dans les temps. Merci. À ce niveau, vous avez parlé de l'objectif visé par les ONG en quelque sorte, chose qui a été bel et bien cerné par nos chers auditeurs ou auditrices. Je demande à travers ma voix à nos abonnés de faire le maximum de partage possible. Et la question qui suit, étant donné que nous savons les objectifs des ONG, est-ce que vous pouvez nous ressortir certaines de leurs réalisations ici, pratiquement au Mali? Oui. D'accord. Et certaines réalisations des ONG. Bon, en réalité, ces ONG-là c'est ce qu'il faut comprendre, c'est des appuis de gouvernement. La logique, c'est quoi? C'est que l'État ne peut pas tout faire dans un pays. Et dans un pays, nous avons des secteurs institutionnels qui œuvrent, qui mettent en place un certain nombre d'actions. Et les ONG, là, on les appelle en économie des administrations privées, des institutions sans but lucratif au service des ménages. Donc, elles sont là pour épauler le gouvernement dans leurs tâches. Mais elles sont indépendantes de l'État, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Maintenant, en termes de réalisation, ces ONG-là jouent le même rôle que l'État, on va dire. Mais seulement, elles sont indépendantes de l'État. Dans le domaine sanitaire, par exemple, on a beaucoup d'ONG aujourd'hui au Mali qui sont là pour aider les populations. Parce que dans certaines zones de notre pays, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de centres de santé. Et ces ONG-là évoluent dans ces domaines-là. La Croix-Rouge, par exemple, la Croix-Rouge malienne, la Croix-Rouge allemande, etc. Donc, on a des ONG-là qui évoluent dans le domaine sanitaire et qui permettent aujourd'hui de soigner, d'assurer des soins de santé à beaucoup de populations, notamment dans les zones rurales. Ça, c'est dans le domaine sanitaire, à travers la construction des centres de santé communautaires et des hôpitaux dans certaines zones. Et également la fourniture d'un certain nombre de médicaments à ces populations-là. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Dans le domaine éducatif également, ces ONG-là interviennent pour d'abord former les jeunes. Voilà, même actuellement, il y a une ONG qui a lancé une formation, l'ONG Eberstiftung. Voilà, c'est une ONG allemande qui est là pour former les jeunes sur les différentes institutions de leur pays. Donc ces ONG-là jouent énormément de rôles. Même dans le domaine de la lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté, etc. Ces ONG-là évoluent et ils mettent des actions chaque jour au sein de notre pays. Mais généralement, elles évoluent dans les zones rurales. Bien, Monsieur Yorodia, qu'est-ce que vous pouvez dire de façon synthétique? Oui, ce que je vais ajouter à ce que mon camarade vient de dire, c'est que ces ONG, il faut reconnaître qu'ils sont là pour aider les populations et surtout les populations qui sont vulnérables. Parce que quand vous prenez le Mali, les ONG ont augmenté vers les années aussi 2012. Parce qu'avec la crise de 2012, l'État ne pouvait pas... Le coup d'État avec de 2012 et puis avec les problèmes du Nord. Parce que c'était le problème du Nord qui était la cause... de chez Mohamed Kadhafi. Voilà, après de Libye. Et vous avez vu qu'on a eu un coup d'État ici à Bamako. Tout à fait. Les populations du Nord étaient abandonnées par l'État. Maintenant, qui pouvait apporter leur soutien? C'était les ONG. Donc, c'est en ce moment que ces ONG-là sont œuvrées vers là. Il a parlé de Croix-Rouge malienne. Il y a aussi Médecins sans frontières qui aident ces populations à avoir des médicaments et tout. IRC, ce sont des organisations qui vont aider ces populations. Et dans ces zones-là aussi, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de jeunes qui terminent leurs études qui sont dans ces zones qui n'ont pas de travail à faire. Donc, ces ONG sont là à mettre tout ça en œuvre pour aider ces jeunes-là, aider l'État aussi dans sa lutte contre le chômage. Parce que le chômage aussi peut amener beaucoup de choses. Donc, ces ONG sont là à aider ces populations victimes des crises à résoudre ces problèmes-là, en fait. Donc, leur réalisation est notoire aujourd'hui, je peux dire, si je peux le dire ainsi. Parce que ils sont là quand même à aider les populations qui sont victimes aujourd'hui de l'insécurité et de tout. Et ce sont des organisations aussi qui n'ont rien à voir avec l'État. Ce qui les permet aussi
de mener leur activité malgré qu'il y a la crise, il y a, c'est-à-dire les... Mais justement, en parlant de ce problème, cette partie me pousse à vous poser une question très pertinente. En temps, en phase de la crise sécuritaire, de la crise sanitaire, surtout la crise sécuritaire, mais la question fondamentale que moi je me pose, ces gens qui sont là pour valablement représenter les ONG, est-ce que ces gens-là sont-ils protégés contre les insécurités qui se passent au niveau du Nord? Oui, ce qu'on doit comprendre d'abord, c'est quoi? C'est que ces ONG, comme il a si bien dit, ces ONG ne sont pas avec l'État. Donc, ce qui fait que c'est-à-dire l'insécurité ne peut pas les toucher directement. Parce que ces gens qui sont les terroristes et autres qui sont là pour créer la terreur ne visent pas les ONG en fait. Et toute personne qui va venir aider les populations, et ils pensent que cette personne, on ne doit pas les toucher. Donc, c'est ce qui fait que ces personnes-là ne sont pas attaquées par ces personnes-là. Maintenant, Salim, ces gens-là ne sont pas attaqués par les terroristes. Ces terroristes, ce sont des gens malfrats qui n'ont pas de soucis et qui ne pensent pas à la vie de l'être humain en question. Et selon toi, concrètement, pour quelles raisons ces djihadistes ne touchent pas à ces acteurs venant des horizons divers? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'il y a des ONG étrangères et des ONG locales. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Et généralement, dans les zones où il y a beaucoup d'insécurité, c'est des ONG étrangères qui évoluent dans ces zones-là. Et vous savez mieux que moi qu'il y a une idée reçue au Mali qui dit que généralement, vous voyez que les ONG se multiplient dans un pays lorsqu'il y a de l'insécurité, lorsqu'il y a des crises. Parce que ces ONG-là se nourrissent de ces crises-là. On est même en droit de dire que est-ce que ces pays occidentaux ne sont pas derrière ces crises-là pour pouvoir implanter leurs ONG? Il y a surtout cette question-là. C'est pour cela que certains Maliens vont dire, par exemple, est-ce que ces ONG-là ne sont pas en connivence avec les terroristes? Parce qu'à partir du moment où ces ONG ne sont pas attaquées, est-ce que c'est les populations qui sont attaquées à chaque fois? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser cette question? En tout cas, c'est une question qui revient dans les débats à chaque fois. Mais parce que je me dis même, vous avez parlé d'une ONG Médecins sans frontières. J'ai appris peut-être dans un pays voisin que ils se sont rendus dans un pays voisin et ils avaient attaqué les forces de l'ordre de ce pays voisin avaient blessé un terroriste. Ces Médecins sans frontières sont venus pour secourir la population et de retour, les militaires ont jugé nécessaire et ont insisté et persisté pour regarder le véhicule et par grande surprise, ils se sont retrouvés avec un grand chef rebelle dans ce véhicule. Donc, partant de ce constat, est-ce qu'on peut dire réellement que ces ONG sont là pour soutenir ou pour accompagner la rébellion au niveau des pays membres du G5 Sahel? Oui, docteur, comme on l'a si bien dit, c'est-à-dire il faut comprendre d'abord l'objectif de ces ONG en fait. Leur objectif, ce n'est pas que vous soyez quelqu'un de terroriste, que vous soyez un militaire, que vous soyez de la population civile, et ils sont là à apporter leur soutien en fait. C'est ce qui fait que beaucoup ne vont pas comprendre. Mais mon Dieu, leur soutien à qui? Bon, au rebelle ou à la population? Oui, à la population, mais est-ce que ils ont, c'est-à-dire il y a qu'est-ce qui montre que cette personne qu'ils ont trouvée, peut-être dans un village ou autre, est-ce qu'il n'est pas de la population? C'est ça, c'est cette question qu'il faut se poser. Mais pourquoi pas secourir la population en quelque sorte, de ne pas être victime en réalité des esprits rebelles? Oui, c'est là la question maintenant. C'est là la question. Parce que ces ONG viennent, il a si bien dit, ces ONG viennent aider. Et puis c'est en temps d'insécurité que ces ONG-là augmentent. Parce qu'ils augmentent, pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème et l'État n'est pas présent. Et c'est ces ONG-là qui sont présents. Donc, ils sont obligés souvent, les gens disent qu'ils sont en collaboration avec ces gens-là. Parce que, à partir du moment où ces gens-là ne les attaquent pas,
les gens pensent qu'il y a une collaboration. Mais moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle, en fait. Salim, parlant des ONG qui se trouvent peut-être après, vous allez rebondir après la question, parlant de cette situation tout de suite des ONG en étroite collaboration avec la population, concrètement, est-ce que la présence de ces ONG contribue concrètement au développement de notre nation? Effectivement. Mais bon, cette question, elle est un peu ambiguë, on va dire. Il y a deux réponses possibles. Pour certains, d'abord, pour revenir un peu à la question posée par Yoro, parce que les deux questions sont liées, quoi. Et généralement, les gens pensent que les ONG ne sont pas vulnérables, alors que les ONG sont exposées. C'est un groupe de personnes qui ont décidé de travailler ensemble et de défendre une cause. Mais généralement, tu verras que parmi ces gens-là, ils n'ont pas assez de moyens. Donc, les financements proviennent généralement de l'extérieur. Et généralement, les personnes qui envoient ces fonds-là, ce sont ces mêmes personnes-là qui financent les terroristes. Donc, terroristes et ONG perçoivent ou reçoivent les mêmes ressources. Donc, c'est tout à fait normal que ces deux-là travaillent ensemble. Quand les terroristes sont physiquement atteints, les ONG sont aussi dans leur rôle de secourir ces terroristes-là. Bon, ça c'est aussi une équation. C'est aussi une équation qu'on peut essayer d'équilibrer et de résoudre également. Maintenant, par rapport au développement, à la participation des ONG dans le développement de notre pays, moi je pense que c'est d'abord une idée reçue. Ça veut dire quoi? Il y a une autre réalité qui se cache derrière les ONG. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand vous voyez que les ONG se multiplient dans un pays, c'est parce qu'il y a des crises, c'est parce qu'il y a une insécurité dans ces pays-là. Donc, dans tout pays où il y a une insécurité résiduelle, permanente, forcément, ces ONG-là vont venir pour apporter leurs aides, pour dire que oui, ça ne va pas dans ces pays-là. Nous sommes dans un continent pauvre, nous sommes dans un pays pauvre, un pays insécurisé, etc., etc. Donc, c'est en ce moment que ces ONG-là décident de venir dans ces pays. Mais le problème, c'est quoi? Généralement, ils viennent avec de l'argent. Mais d'où est-ce qu'ils sortent cet argent-là? Elles sortent cet argent-là, ces ONG. C'est des pays développés qui envoient ces fonds-là. Et nous, généralement, nous constatons que ces fonds-là sont issus de la surexploitation de nos ressources. Parce que lorsqu'on regarde le marché international, les ressources de l'Afrique sont vendues à ces pays-là. C'est pour cela qu'on parle de division internationale du travail. Ça veut dire que les Africains, eux, sont spécialisés dans des produits primaires, dans les produits traditionnels. Donc nous prenons nos produits et nous les vendons à un prix très faible, très dérisoire. Donc généralement, eux, ils prennent ces produits-là, ils les transforment et ils viennent nous vendre ça en des produits très chers. Donc généralement, eux, ils bénéficient plus des échanges internationaux que nous. Et ce sont ces mêmes ressources-là qui viennent injecter dans ce qu'on appelle les ONG et autres là, pour financer ces ONG. C'est pour cela qu'on vous dit que l'aide au développement, une partie de l'aide au développement permet de financer les activités de ces ONG-là. Donc, en réalité, on prend de l'argent aux Africains pour ensuite prendre une partie de cet argent pour financer les activités en Afrique et faire croire aux Africains qu'on est en train de nous aider alors que c'est notre propre argent. Donc, c'est un peu l'équation aussi qui résulte dans... Merci pour cet éclaircissement. Monsieur Yorodia, quand il nous parle de la surexploitation des ressources minières des pays africains, est-ce qu'on peut dire que les dirigeants africains sont de mèche avec ces forces étrangères? Oui, bon, vous savez, avant de répondre à la question, d'abord, il faut reconnaître que ces ONG, et avant de rentrer dans un pays, il y a quand même des accords qui sont là, qui les permettent de mener leur activité. Maintenant, ce qu'il a dit par rapport à la politique internationale, c'est que la question dont vous venez de poser. Quand vous regardez Division internationale du travail, quand vous regardez le cas même de l'Afrique au niveau du commerce international, vous allez vous demander même est-ce qu'il y a des dirigeants en Afrique en fait. Parce que lorsque on va étudier la mondialisation, et les pays en développement, on voit clairement que les pays en développement, c'est-à-dire nos pays africains, sont exploités par les pays développés. C'est-à-dire parce qu'il a parlé du commerce international. Nous vendons les produits, les matières premières, qui ne sont pas aussi chères que ça.
Par exemple, prenons le coton au Mali. Ce n'est pas cher. Mais le Mali va vendre ça à un pays développé qui va faire des costumes, qui va faire des tissus cotonnés qui vont nous vendre ça très cher. Donc moi, je pense que ça touche même à la politique internationale. Ça touche même à nos dirigeants. Est-ce que il n'est pas temps de prendre des mesures pour lutter contre cela? Parce que moi, je pense que tout ça là, c'est une mauvaise politique internationale, une mauvaise politique du commerce international. C'est ce qui fait que ces ONG sont de plus en plus présents dans nos pays. Parce que quand vous prenez le problème du chômage et autres, ce sont des problèmes qui sont fréquents dans ce pays, dans nos pays en développement. Donc, dès que des ONG viennent nous aider, il est difficile pour l'État aussi de dire à ces ONG de sortir. Mais moi, je pense qu'il faut définir une politique propre pour l'Afrique. Il faut définir une politique propre pour l'Afrique au niveau du commerce international. Il faut définir une politique propre pour l'Afrique au niveau international. Monsieur Salima, ces ONG sont-elles un instrument de domination ici en Afrique? Bon, on va essayer de scinder les ONG parce qu'on a dit qu'il y a des ONG locales et des ONG étrangères. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on prend en compte... Parce que là, même les ONG locales qui sont ici sont de mèche avec les ONG internationales. Parce que la majeure partie des ONG qui sont créées au niveau local créent leur ONG en espérant avoir des fonds venant de ces ONG internationales. Et la plupart est financée. Dans cette dynamique, je pense que est-ce que les ONG internationales ne se substituent pas à ces ONG qui sont ici présentes? D'où le nom, voilà, instrument de domination. C'est un peu évident, mais moi je ne mettrai pas toutes les ONG dans ces bateaux, dans cette logique-là. Parce qu'il y a des ONG françaises, il y a des ONG allemandes, il y a des ONG de plusieurs pays chez nous. Et il y a certains pays tels que, par exemple, la Russie, on entretient une très bonne relation avec la Russie. Donc, on ne va pas dire que les ONG russes sont là pour, ou elles sont instrumentalisées et qu'elles sont là pour contredire ou bien pour menacer notre pays. Mais quand même, nous sommes aujourd'hui en total déphasage avec certains pays. C'est parce que les relations ne tiennent pas trop entre le Mali et certains pays. Et c'est la raison aujourd'hui pour laquelle le 21 janvier, notre pays a suspendu les activités de certaines ONG qui sont financées par certains pays avec lesquels on n'entretient pas une bonne relation actuellement. Tout à fait. Donc ces ONG-là, je pense que c'est tout à fait normal d'affirmer que ces ONG-là défendent des intérêts français ou des intérêts d'un autre pays. C'est tout à fait normal de le dire. Pourquoi? Parce que généralement, le financement de ces ONG-là provient de ces pays-là. Et généralement, quand ces ONG-là envoient des fonds, c'est pour défendre des valeurs. Et des valeurs qui sont propres à ces mêmes pays-là. Jamais un pays ne va financer un projet qui ne va pas dans son intérêt. Et c'est ce que dit le président Jacques Chirac même en 2008. Il dit que généralement, les projets que les entreprises françaises financent vont dans l'intérêt même de la France. C'est ce qu'il dit. Ces projets-là vont dans l'intérêt de la France. On ne va jamais faire un financement qui va à l'encontre de tes valeurs, de tes projets. Donc, c'est tout à fait... C'est pour cela que moi, j'ai aimé la décision de suspendre l'activité de ces ONG-là. Parce que la France aussi a décidé de suspendre son aide au développement au Mali, qui se chiffrait à 100 millions. Et parmi ces 100 millions, c'est 10% de ces fonds-là qui étaient alloués aux aides humanitaires, aux ONG et autres là. Donc, c'est tout à fait normal de penser que c'est un instrument de domination. Parlant de ça, vous avez parlé de la suspension. Il a parlé de la suspension et je m'en vais rebondir à partir de cette suspension pour vous poser cette question. Cette suspension, M. Dia, était-elle nécessaire pour la nation malienne? Merci pour la question. Mais je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Vous savez, les ONG, moi, je pense que à partir du moment où nous acceptons, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, le monde est devenu un village planétaire, en fait. C'est-à-dire,
Chaque pays doit échanger avec d'autres pays. C'est une obligation aujourd'hui au XXIe siècle. Maintenant, si on doit échanger avec d'autres, moi je pense qu'il faut définir une politique propre au niveau de l'international pour que nos pays puissent se développer aussi. Pour que nos pays aussi puissent, pour que nos pays aussi puissent profiter de ce commerce international. Parce que quand vous regardez la suspension des ONG de certains pays, moi je pense que ce n'était pas nécessaire. Parce qu'à partir du moment où ces ONG embauchent des gens, ces ONG nous aident dans beaucoup de domaines, moi je pense qu'il faut définir une politique. Moi, je pense qu'il faut définir une politique qui était propre à nous. C'est vrai que ces ONG ils contribuent beaucoup et les aides au développement aussi contribuent beaucoup. Mais à partir du moment où des pays qui sont en force par rapport à nous pensent qu'il faut arrêter ces aides destinées au développement destinées à nos pays, moi je pense que nous aussi nous devons revoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela. Donc ce n'était pas nécessaire pour moi de suspendre ces ONG en fait. Même sachant bien que les informations sont soutirées auprès de ces jeunes qui sont embauchés. Parce que quelqu'un qui t'emploie, qui te donne à manger, qui te donne à nourrir, forcément, même s'il te demande des informations par rapport au secret d'État, si vous disposez, vous pouvez leur livrer. Et dans ce sens, est-ce que concrètement, si la suspension des activités avec ces ONG nous conduira vers la souveraineté, cette suspension est-elle nécessaire? Oui, bon, vous savez, ce sont des choses... Ou n'était-elle pas nécessaire? Oui, ce sont des choses qui sont très difficiles en fait. Maintenant, les gens disent que ces gens-là vont donner des informations concernant l'État et tout autre. Maintenant, moi, je pense que ce sont ces ONG-là que l'État doit voir quelles sont les politiques qui ont été définies pour que ces ONG exercent leur activité dans nos pays. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut revoir. Ok, donc... je viens d'être signalé qu'il nous reste que 2 minutes. Donc, Salim, qu'est-ce que vous avez à apporter maintenant? Parce que je voyais que, voilà. Je pense que c'est tout à fait anormal de garder tes ennemis sur ton territoire. C'est anormal de faire ça. N'est-ce pas? Il y a une ONG, Human Rights, qui est financée par un bailleur de fonds français, qui a écrit des rapports sur l'armée malienne au nord, qui a dit que l'armée malienne a commis des exactions avec Wagner au nord. Est-ce que dans cette période d'insécurité où le pays se cherche, est-ce que des ONG doivent se permettre de faire ce genre de rapports sur notre pays? C'est tout à fait anormal. Donc moi je pense que ce sont ces genres d'actions qui ont influencé, qui ont motivé cette décision du gouvernement. C'est tout à fait normal. Et en réalité, il y a certaines ONG qui ne sont pas sincères avec nous. Elles sont là chez nous, mais elles ne défendent pas notre intérêt. Elles sont là chez nous, elles jouent un jeu d'hypocrite en réalité. Nous voulons d'une aide aujourd'hui, comme l'a dit Thomas Sankara, une aide qui nous permet de nous départir de leur aide. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec ces ONG et jusqu'à présent, la pauvreté ne finit pas. Il y a des personnes qui sont malades. L'éducation, ça ne va pas. Dans aucun domaine, ça ne va pas. En réalité, on est donc en droit de se poser cette question-là. Est-ce que ces ONG-là jouent réellement leur rôle? Est-ce que réellement elles sont sincères avec nous? C'est surtout cette question que je me pose. Merci Salim Koulibaly. Pour finir, il y a un de nos abonnés qui a du nom de Monsieur Nabila Issa Sissé, qui a posé une question très pertinente. Est-ce que réellement ces ONG contribuent à l'accompagnement de la jeunesse et à la réduction du chômage? Donc, telle a été la question posée par Nabila Sissé. Tout à fait. Parce que c'est ce qu'on voit tous. Mais moi, je viens de dire ce qui se trouve derrière la réalité. Derrière, c'est l'envers même. C'est ce qui est l'envers du décor, c'est ce que moi, je viens de dire. Mais dans les faits, on voit que les ONG, quand elles viennent, elles recrutent des Maliens. Quand elles partent dans les zones rurales et autres là, c'est des Maliens qu'elles recrutent. Non, donc, elles jouent un rôle dans la lutte contre le chômage. Ça, c'est très important. Même dans la formation des jeunes, également, elles jouent un rôle très important. Mais seulement, elles forment les jeunes dans quoi? Et elles orientent les jeunes vers quelle direction? C'est surtout ce qu'il faut savoir. Sinon, elles jouent vraiment un rôle important dans la résorption du chômage. Par rapport à la question de Nabila Sissé, avez-vous quelque chose à avancer?
Oui, comme il a si bien dit, ces ONG, il faut reconnaître qu'ils aident beaucoup l'État dans sa lutte contre le chômage, qu'ils embauchent les jeunes. Maintenant, connaître ce qu'il y a derrière, moi je pense que tout ça là, il faut définir une bonne politique pour l'Afrique. C'est ce que moi je recommande en fait. Il faut définir une politique propre à l'Afrique. Sinon, quand on regarde même le commerce international, c'est l'Afrique qui est exploitée. Mais pourquoi nous avons des dirigeants, nous avons des économistes, nous avons des personnes aujourd'hui qui peuvent nous dire que lorsque vous amenez ça au niveau international, cela ne va pas vous amener vers le développement. Donc, à partir du moment où nous savons ça, pourquoi ne pas définir d'autres politiques au niveau de l'international? Merci Yorodia encore. Merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Avant de m'adresser à Salim, vos derniers mots à l'endroit de nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, docteur. Je remercie encore une fois de plus le personnel de l'entreprise d'appui et de conseil. Et merci à vous aussi d'avoir initié cette émission qui va nous permettre, nous, en tant que jeunes, de s'exprimer sur des sujets aussi importants que ça. Donc, je vous remercie pour ça et nos abonnés aussi. J'invite tout le monde à s'abonner au niveau de Sympa Vision et je pense que votre vision est une vision qui va amener le Mali vers le développement. Donc, j'ai pris à ce que vous soyez un jour président de la République. Yorodia, est-ce que nous sommes destinés à être président de la République? Non, c'est une prière. Non, ça c'est trop. Nous prions que le bon Dieu nous assiste, que nous continuons toujours à poser des actions de construction de cette nation en posant des actions concrètes qui peuvent permettre à la jeunesse de mieux s'identifier et d'analyser les paramètres qu'il faut pour le bon fonctionnement de cette belle nation. Merci quand même de m'avoir accepté, et de m'avoir apprécié sur ce plateau. Ça fait plaisir une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Il fait la faute. Maintenant, je m'adresse à Salim. Vos derniers mots à l'endroit de nos chers abonnés et auditrices. D'accord, merci beaucoup, docteur. Nous avons besoin d'un Mali croix. Et Mali croix rime avec ONG croix. ONG croix, ça veut dire tout simplement des ONG qui ne jouent pas au jeu d'hypocrite avec nous. Aux ONG qui ne font que nous donner des sommes dérisoires, des sommes qui ne nous font pas avancer. Nous avons besoin des ONG qui sont là, qui jouent le jeu de la sincérité avec nous, qui sont là pour financer nos projets et des projets de développement. Des ONG qui sont là et qui veulent véritablement que notre pays se développe et qu'on sorte de cette situation. Donc, c'est un peu mes derniers mots. Et je remercie une fois de plus le promoteur de l'EAC, le promoteur de Sympa Vision. Et je remercie aussi nos chers abonnés. Et je remercie également mon cher ami Yorodia pour avoir partagé avec moi cette panel. Merci beaucoup, docteur. Merci Salim Koulibaly alias El Feno. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Sympa Vision pour partager vos visions par rapport à la réalité de la société compte tenu de l'existence des ONG au niveau de l'espace national ici. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation pour édifier la lanterne de nos abonnés au niveau national qu'international. Et dans cette logique, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible parce que à travers Sympa Vision, vous comprendrez qu'il y a un Mali croix, un Mali croix, des jeunes dynamiques, des jeunes engagés, des jeunes motivés pour le changement de cette belle nation à travers leur capacité, leur énergie, leur compréhension, à travers ce qu'ils ont appris au niveau de la faculté et qui est incarné dans la bibliothèque de leur subconscient. Je suis surpassé en tant que présentateur et je pense que si nous arrivons à avoir des jeunes dynamiques, motivés, engagés et déterminés pour faire des propositions concrètes, le Mali croix dont nous rêvons va apparaître. Le Mali croix dont vous rêvez va apparaître. Le Mali croix dont toute l'Afrique rêve
va apparaître. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, le maximum de partage possible, le maximum de commentaires possible, le maximum de commentaires possible, ainsi que le maximum de likes possible. Oui, le maximum de likes possible. Et à travers ce micro, nous saluons tous nos partenaires. Le regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, qui est un regroupement phare dans le domaine de l'éducation, qui fait une véritable révolution dans le domaine de l'éducation. Et nous vous informons que ce dimanche est le deuxième congrès de ce regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Je profite de ce micro pour remercier l'ensemble des membres du club du soutien du docteur Sempara, ainsi que les membres de l'organisation Faites un soutien. Je profite de l'occasion pour remercier les doyens des différentes facultés ainsi que les directeurs généraux des grandes écoles et des instituts de la place. Et sans plus tarder, nous remercions Brahma Dambélé, qui est un jeune commerçant au niveau du grand marché, qui se bat aujourd'hui corps et âme pour nous aider à faire nos micro-trottoirs. Merci, merci et merci d'avoir accepté Sympavision et vous abonner. On se donne rendez-vous à plus.